accompagner des territoires, on va créer les conditions de transfert des enseignements. Donc je vais être un peu plus concrète après. Sur la question de l'alimentation, on a finalement une finalité qui a été identifiée avec nos partenaires, hein, qui sont donc l'État, la région. Donc dans l'État, on a la DREAL, la DRAF, l'ADEME, et c'était de rendre opérationnelle la transition du système alimentaire régional vers plus de durabilité. En gros, on s'est défini 3 axes. C'est d'appuyer les territoires, d'aider les territoires à développer leur système alimentaire durable, de favoriser l'économie de la coopération auprès des acteurs économiques. Donc on travaille pour les territoires, mais en réalité, il faut qu'ils s'appuient aussi sur leurs acteurs directs, qui sont les associations, les acteurs économiques. Et aussi, on a un peu travaillé sur la question de l'éducation à l'alimentation, donc sujet sensible. On a travaillé sur le fait de donner des repères sur cette notion d'éducation populaire, d'éducation à l'alimentation. Une autre manière de faire, c'est ce que je vais vous expliquer là, sur le contexte du système alimentaire, on a fait un travail particulier en 2014 qui était de définir les contours d'une alimentation durable. Et pour le faire, on a mis autour de la table une diversité d'acteurs. Donc pratiquement tous les intervenants, la diversité des intervenants de l'alimentation, aussi bien le mine de l'homme, on a eu une grande surface, on avait le monde agricole, aussi bien le monde du conventionnel que de la bio. On avait des chercheurs, des PME, PMI, de l'agroalimentaire, l'Institut Pasteur, enfin voilà, avec des territoires, des associations, donc avec l'ensemble de ces acteurs qui font finalement le système alimentaire. On a travaillé sur les contours de l'alimentation durable. Excusez-moi, je suis un peu gênée par des bruits qui... Il y a un micro qui est resté ouvert. Et donc, ce travail nous a permis d'identifier ce qui bloquait dans le système alimentaire et quels étaient les défis à venir. Et donc, ce qui est ressorti de ce travail, c'est de s'apercevoir finalement que, on le voit aujourd'hui, le système alimentaire économique fonctionne. Pendant la crise, on a toujours eu un approvisionnement en alimentation. Par contre, il n'est pas durable, et ça, c'est ce qui a été constaté. La première chose, c'est qu'il ne répondait pas aux enjeux sociaux et environnementaux, et que la relation entre les professionnels de l'alimentation dans le système, donc on prend dans le système alimentaire, c'est le monde agricole, on a aussi les restaurateurs, on a les grandes surfaces, on a les transformateurs, et ils nous l'ont exprimé que finalement leur échange, leur relation se limitait vraiment à des échanges de volume et prix, des échanges plutôt, on va dire, c'est prix et le prix le plus bas. Il n'y a pas du tout de relation de coopération en fait. Ça se limitait vraiment à ces aspects-là. Et qu'il y avait des défis encore, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des défis encore à relever, qui étaient des défis sur la santé, sur les questions de relocalisation, le gaspillage alimentaire, et qu'il fallait décloisonner ce système. Un exemple, c'est l'exemple que je donne tout le temps, quand on a du gaspillage alimentaire lié au problème de calibrage des produits dans les champs des agriculteurs, en réalité, ces agriculteurs subissent ce fait, c'est-à-dire qu'ils ont des produits calibrés qu'ils vont jeter. Et en fait, ce problème est généré par les choix des consommateurs de ne pas acheter des produits calibrés. Et donc, il est généré aussi dans des conditions d'achat ou de vente. Sur ce constat, donc on a constaté ça ensemble, à un moment, il faut décloisonner les acteurs, il faut identifier ce constat et aider l'agriculteur à trouver une solution, à trouver les coopérations qui lui permettront, lui, de pouvoir finalement résoudre son problème de gaspillage. Alors, j'ai toujours donné cet exemple qui est bon et bien, donc cette initiative n'existe plus, mais c'est le Leclerc de Templeuve qui faisait partie du groupe, qui lui a créé un projet de récupération de ces produits non calibrés, et il en a fait des soupes en travaillant avec les grands cuistots de la métropole lilloise, en travaillant avec McCain et Randstad.
Et en fait, là, c'était un exemple de coopération, c'est-à-dire qu'à un moment, il a pris en charge le problème de l'agriculteur et il a créé parce qu'il a les compétences, parce qu'il avait les relations, il a créé une solution. Donc voilà, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce système alimentaire, en fait, il faut créer le plus possible de relations de coopération et décloisonner le plus possible les acteurs. Et aussi, un autre point, c'est de pouvoir réagencer les acteurs sur les lieux où on n'a pas de solution. Alors, je vais donner un exemple. On appelle ça les no man's lands de territoire. C'est les lieux où finalement on n'est toujours pas intervenu, les territoires ne sont pas intervenus et pourraient être source de solutions. Si vous vous souvenez, il y a 10 ans, les circuits courts alimentaires étaient des sortes de no man's lands de territoire, c'est-à-dire qu'en fait, les circuits courts étaient des projets d'agriculteurs avec le monde agricole et il n'y avait pas d'acteurs de territoire qui travaillaient sur ces sujets. Et puis, il y a 10 ans, on a fait toute une démarche qui était de voir comment un territoire pouvait aider l'agriculteur à développer les circuits courts, quel pouvait être le rôle du territoire dans ce contexte, comment il pouvait créer les conditions pour que ça fonctionne, quelle était la limite d'intervention du territoire, parce qu'il ne pouvait pas décréter ces projets-là, il fallait vraiment qu'ils rentrent en coopération avec le monde agricole. Et il y a 10 ans, tout ça, c'était nouveau. Et le travail qui a été fait par plusieurs structures a aujourd'hui amené à ce qu'on sait maintenant, dès qu'un territoire va appeler le CERD ou une autre structure, on sait comment il peut s'y prendre, comment il peut aider, les premières démarches. On sait aussi qu'il y a des compétences qui ont passé un cap, c'est-à-dire que les structures agricoles à l'époque qui répondaient qu'au monde agricole, aujourd'hui certaines se sont formées et répondent aussi au territoire, c'est-à-dire qu'ils accompagnent les agriculteurs et les territoires et font la jonction. Donc, je donnais cet exemple pour dire, voilà, aujourd'hui on a plusieurs lieux comme ça, de no man's land, de vide, qu'il va falloir remplir, en réagençant les acteurs, en identifiant des dispositifs, en créant de nouveaux opérateurs, ou en tout cas une montée en compétences d'opérateurs. Et les nouveaux challenges, on peut appeler ça comme ça, on en a plusieurs. Alors, si on peut parler du gaspillage alimentaire, ça en était un, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il est pratiquement, il a trouvé des solutions parce que je laisserai Eliane Métro en parler tout à l'heure, mais finalement, il y a des dispositifs qui ont été proposés par l'ADEME qui ont permis finalement au territoire de tout de suite trouver des solutions, d'identifier les initiatives remarquables, de trouver des financements. Il y a un autre qui a été mis en lumière actuellement là, depuis la crise. Faut savoir qu'il y a plus d'un an, quand on parlait d'alimentation durable, on n'avait pas forcément de motivation d'élus, parce que l'alimentation, ça semblait complexe pour les élus. Ils travaillaient sur l'agriculture, mais la notion d'alimentation, ils ne comprenaient pas trop. Et depuis la crise en mai, depuis le confinement, là, il y a énormément de territoires qui m'appellent pour savoir comment mettre en place un projet alimentaire. Donc ça, le contexte actuel a réellement changé sur la question alimentaire. Il y a vraiment un intérêt pour ce sujet de la part des élus. Et puis, il y a un sujet en particulier qui est la précarité alimentaire. Donc là, encore une fois, c'est un sujet qui aujourd'hui est important. Le constat des territoires, c'est de dire, nous, on donne de l'argent, mais on voit quand même une aggravation. Il y a de plus en plus de personnes qui vont à l'aide alimentaire. Et alors, nous, c'est un sujet qu'on explore un peu. Là, on commence à explorer. Et puis, voilà, on s'aperçoit que c'est un système qui est organisé d'après-guerre, c'est l'aide d'urgence. Et là, le territoire pourrait s'interroger comment, à un moment, il peut appuyer ces structures pour faciliter la coordination, par exemple, ou même identifier, créer les conditions pour proposer, par exemple, des solutions aux personnes qui vont à l'aide alimentaire. Enfin voilà, il y a plein de choses à inventer autour de ce vide-là et à trouver les opérateurs, les compétences, les nouvelles compétences qui pourraient répondre au sujet. Et donc, par exemple, là, on échange avec la DRAF sur ce sujet. Et donc voilà, je vous en ai cité d'autres sujets aussi, c'est comment on peut travailler avec le monde économique. Donc là, le monde de l'ESS, c'est intéressant, comment on travaille avec les acteurs du système alimentaire économique, comment le territoire peut avoir des projets avec eux. Ça, c'est aussi
une sorte de no man's land. Et pour terminer, donc, nous au CERD, par rapport au sujet dont je vous ai parlé, donc la précarité alimentaire, ce qu'on fait là, c'est qu'on va accompagner 13 territoires dans leur projet alimentaire territorial. À la fois, on va partir de leurs besoins, donc savoir voilà, si un problème, si leur sujet d'importance est la précarité alimentaire, on va s'appuyer sur eux et sur des initiatives pour trouver des solutions. Les sujets qui sont souvent identifiés par les territoires, c'est les sujets de gouvernance, hein, c'est comment finalement travailler avec les acteurs locaux, aussi bien économiques que la santé. Donc voilà, cet accompagnement va durer 1 an, se termine en fin d'année, il commence le 15 avril. Et puis par ailleurs, je vous ai parlé du travail qu'on avait fait sur les contours de l'alimentation durable. Et nous, on a, suite à ce travail, les acteurs du réseau de l'alimentation, les acteurs de l'alimentation ont demandé à poursuivre les rencontres. Et donc, on anime un réseau de l'alimentation durable qui s'appelle REDI et qui représente la diversité des intervenants de l'alimentation, aussi bien territoire, entreprise, santé. Et l'idée pour nous, donc on l'anime depuis 2015 à l'échelle régionale. Et aujourd'hui, un des projets, c'est de faire des rédits de territoire, en fait. C'est d'avoir ce réseau à l'échelle d'une communauté d'agglo. Parce que l'intérêt de ce réseau, c'est que donc on l'anime, on fait on fait une rencontre d'une demi-journée par an, ce qui n'est pas forcément beaucoup. Mais c'est ce qu'on essaie de créer, c'est les passerelles entre ces professions très différentes et les amener. On parle beaucoup de FC, donc d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et c'est les amener sur des sujets nouveaux, à voir comment leurs compétences combinées pourraient apporter des solutions. Et nous, on le fait à une échelle régionale qui a ses limites parce que c'est pas opérationnel. Et donc l'idée aujourd'hui, nous, c'est vraiment de créer ces rencontres, ces passerelles à une échelle beaucoup plus opérationnelle, à l'échelle des territoires, et pourquoi pas dans les PAT avoir ces réseaux REDI territoriaux. Voilà, j'ai été très vite pour répondre au temps donné. Je pourrais répondre aux questions. Merci. C'est très bien, merci beaucoup Marie. Vous avez été rapide, mais on vous l'avait demandé, puisque le temps nous est compté aujourd'hui. On précise simplement que du coup, vous nous avez transmis beaucoup de ressources aussi qui vous seront relayées à tous dans un mail suite à cet événement-là. Du coup, Léa, je te laisse la main pour que tu puisses éventuellement inviter l'ensemble des participants à poser les questions. On a 5 minutes, allons-y. Oui, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Durant ton intervention, Marie, nous avons une question de Daphné et Isabelle qui demandent quels sont les 13 territoires que vous allez accompagner. Alors, j'ouvre rapidement mon dossier parce que je ne les ai pas, parce que 13, je n'ai pas tous en mémoire, mais je vais vous dire ça tout de suite. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est bon. Alors, il y a le pôle métropolitain du Grand Amiénois, la communauté urbaine d'Arras, la communauté d'agglo du Boulonnais et communauté de communes de Dèvres-Samé, l'association du Pays Campiénois, le PNR Baie de Somme, Picardie-Maritime, le PNR Scarpesco, la communauté d'agglo du Pays de Saint-Omer, la communauté de communes Pével-Carambeau, le Pays des Sources et Vallées, le PETR du Pays de Thiérache, la communauté d'agglo du Saint-Quentinois, la métropole lilloise et la communauté d'agglo Hénin-Carvin. Je crois que j'en ai pas oublié. Donc l'enjeu pour nous, c'était d'avoir. On a déjà fait un premier accompagnement il y a plus d'1 an, et notre objectif là, c'était aussi de toucher la Picardie, enfin l'ex-région Picardie. Donc voilà, là on a un équilibre des territoires qui seront accompagnés. Alors, on attend encore peut-être une petite minute s'il y a d'autres questions. Donc, il y a Daphné et Isabelle qui te remercient, Marie. Merci à vous. Bon, de toute façon, si jamais vous avez des questions, vous aurez les ressources pour aller plus loin, les ressources CERD qui vous seront transmises, comme le disait Agathe, à la suite
de ce club par mail. On va passer à la suite de la présentation. J'espère que ce silence n'est pas dû à une problématique de connexion. On se dit que vous êtes tous encore là, on l'espère. Merci Marie. Du coup, on va passer à la deuxième intervention prévue avec Théophile Parent, du coup, pour la DRAF, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Théophile Parent, qui est chef de projet Programme national pour l'alimentation. Théophile, on vous voit, c'est parfait. Ah, on nous rassure en nous disant « Tout va bien, nous sommes tous là ». Ok, on imagine vos sourires. Alors, Théophile, je vous donne la main, je vous laisse faire le partage de présentation, sauf si ça bug, auquel cas, je prendrai la main. Bonjour à tous, Parfait. Je pense que c'est bon, est-ce que vous voyez? Parfait. Eh ben, on y va. Alors d'abord, avant de vous présenter les dispositifs qui sont portés du coup par la DRAF dans le cadre du Programme national pour l'alimentation, il semblait important de rappeler un peu les enjeux de cette politique. Et du coup, elle s'articule autour de 3 thématiques clés que vous voyez apparaître à l'écran, qui sont la justice sociale, dont Marie a situé les enjeux en région tout à l'heure, l'éducation alimentaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces 3 thématiques clés, elles sont aussi approchées avec 2 outils au sein de ce programme national pour l'alimentation, qui sont la restauration collective, comme levier identifié pour ces thématiques, et les projets alimentaires de territoire. Donc ça, c'est le cadre général dans lequel vont s'articuler les dispositifs. Et comment la DRAF, du coup, fait vivre ces thématiques en région? Par des appels à projets, par la valorisation de ces projets, c'est-à-dire que les projets qu'on a financés, vous allez pouvoir les retrouver sur une cartographie, prendre contact avec les acteurs qui ont été financés, pour vous mettre en réseau avec eux, pour profiter de leur expérience. On labellise les projets alimentaires territoriaux. Alors là, ça fait plusieurs fois que vous devez entendre ce nom à la fois dans la bouche de Marie et la mienne, et je vais revenir très rapidement pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un projet alimentaire de territoire. Et on organise aussi le comité régional de l'alimentation, et là vous avez un lien sur le site internet de celui de l'année dernière pour en savoir plus. Bien sûr, on fait ça en cohérence avec nos partenaires, que vous avez écrit ici, donc l'ADEME, l'ARS, la Direction régionale de la cohésion sociale, la région, l'ADREAL et le rectorat. Sans plus attendre, expliquons en quelques mots-clés qu'est-ce que c'est qu'un projet alimentaire de territoire. Alors déjà, c'est porté en général par une collectivité ou par un parc naturel. Et c'est un projet qui s'articule à partir d'un diagnostic qui va rassembler les acteurs du système alimentaire. En les rassemblant autour de ce diagnostic, ils vont se mettre à écrire une stratégie, un plan d'action, et il va y avoir toute une animation qui va exister pour discuter des projets, pour en créer d'autres, et pour suivre aussi ce qui se passe sur le territoire. Un exemple concret avec le projet alimentaire de territoire de la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Artois, Lys Romane. Vous avez un diagnostic qui a été fait sur l'offre et la demande alimentaire. Autour de la table, il y a eu des agriculteurs, des différentes associations qui ont été rassemblées. Vous avez un comité de pilotage annuel pour l'animation, des comités techniques et des actions opérationnelles comme par exemple le défi famille alimentation positive ou l'installation de nouveaux agriculteurs. Voici une présentation de la dynamique régionale autour de ces projets alimentaires de territoire. Alors ici, vous avez la légende, c'est en fonction de la labellisation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez que c'est nécessaire, et j'y reviendrai juste après, pour pouvoir émarger à certains dispositifs. Ici, vous avez un exemple des acteurs sur le territoire de la région d'Audruic qui participent à ce projet alimentaire. Donc on voit des associations, des collectifs d'habitants, tout aussi bien que des entreprises qui sont présentes. Alors maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse
peut-être d'une manière différente, qui sont les dispositifs, comment on soutient en fait tous ces projets. Alors on a un appel à projet régional en région et un appel à projet national qu'on préinstruit. Ces deux appels à projet, ils ciblent les structures à but non lucratif ou les fédérations. On finance de l'animation, de l'étude et de l'ingénierie. Sur le volet régional, c'est plutôt entre 10 et 20 000 euros, alors que sur le volet national, c'est plutôt 70 000 euros pour des projets qui concourent à faire vivre les thématiques que je vous ai présentées en introduction, et jusqu'à 100 000 euros pour mettre en place un projet alimentaire de territoire. Donc là, ces deux appels à projets sont ouverts jusqu'au 15 avril 2021, et quand vous posez une candidature, en fait, vous candidatez aux deux appels à projets en même temps. Donc à vous de calibrer votre projet si c'est soit vers l'un, soit vers l'autre, et si jamais il y a disons qu'il peut être réorienté dans certains cas. Pour autant, il y a des critères différents. Au niveau régional, on va financer des projets multipartenariales qui s'intègrent dans des stratégies de territoire comme les PAT, qui font attention à l'évaluation de leurs projets et à la transférabilité. Et sur l'appel à projet national, il va y avoir une exigence du côté de l'innovation de ce projet, que ce soit quelque chose qui n'a jamais été pensé pour faire de l'éducation alimentaire, et que ce soit un projet qui crée un outil qu'on va pouvoir transférer partout en France, ou bien un projet innovant qui vient d'une autre région et qu'on amène dans la région, ou bien un PAT. Donc ça, ce sont des dispositifs annuels. Chaque année, on a l'appel à projet régional du PNA qui est ouvert, donc plutôt mars-avril, et l'appel à projet national qui, lui, normalement, est plutôt ouvert en novembre-décembre. Et cette année, on a le plan de relance. Et lié à l'alimentation, on a différentes mesures sur ce plan de relance. Celles qui peuvent concerner les acteurs de l'ESS, c'est plutôt la mesure jardin partagé. Vous voyez que dans les cibles, on a les associations. Et là, c'est pour soit créer, soit booster un projet de jardin avec un montant qui peut aller jusqu'à 20 000 euros et minimum de 2 500 euros. L'instruction et les interlocuteurs de cette mesure sont au niveau départemental. J'y reviens juste après. Ensuite, vous avez la mesure alimentation locale et solidaire, là aussi qui peut s'adresser aux acteurs de l'ESS. Le critère principal, un des critères, c'est d'avoir un projet qui rend accessible une alimentation locale à un public incluant des personnes en difficulté, en précarité ou isolées. Donc c'est vraiment ces deux critères à conjuguer, approvisionnement local et de qualité, plus accès à tous. Et enfin, vous avez la mesure 13 du plan de relance, qui là vise à investir dans des projets en lien ou qui sont directement inscrits dans les stratégies des projets alimentaires de territoire labellisés. Et donc là, forcément, un des critères principaux, c'est que le projet soit en cohérence avec cette stratégie. Une autre façon de les présenter, c'est quand vous avez un projet. Vous vous posez sur l'alimentation, vous savez qu'il y a un plan de relance et vous ne savez pas à quelle porte toquer. Eh bien, la première, c'est de vérifier si vous êtes dans un projet alimentaire de territoire labellisé, et si oui, de contacter l'animateur de PAT pour construire votre projet. Donc là, cette mesure-là, elle est ouverte jusqu'au 15 septembre 2021, jusqu'à épuisement des crédits. Je vous transférerai ce document et vous aurez plus d'informations en cliquant sur les différentes icônes qu'on voit apparaître. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un territoire de PAT, vous pouvez, si votre projet concerne une alimentation locale, en incluant l'accès à une alimentation locale pour des personnes isolées, vous pouvez vous diriger vers la mesure 12, qui elle aussi est ouverte jusqu'au 15 septembre 2021. Je rappelle que les mesures du plan de relance visent à soutenir des investissements et pas du fonctionnement. Par exemple, sur la mesure alimentation locale et solidaire, vous pouvez demander un financement pour un véhicule pour transporter des produits locaux, mais vous ne pouvez pas demander le financement de ces produits. Puisque après le plan de relance, la pérennité n'étant pas
Enfin, c'est que cette année, donc il n'y en aura pas l'année prochaine, et il vise à financer des projets qui sont durables. Troisième possibilité, c'est que vous cherchez de l'animation, donc sur une des thématiques du PNA, financer des ateliers, de la sensibilisation, des outils, de l'ingénierie. Donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et quatrième possibilité, c'est la mesure jardin partagé, qui elle est ouverte jusqu'au 30 septembre 2021, il me semble. Il y a aussi d'autres, vous allez avoir d'autres présentations, d'autres dispositifs, et je me permets là aussi d'introduire le fait qu'il y a des dispositifs portés par le Conseil régional sur l'alimentation et l'approvisionnement local en particulier. Voilà pour un tour rapide des différents dispositifs. Hop, super, dis donc, on est face à des interventions pointues et courtes et c'est très bien. Merci beaucoup. De la même manière que pour l'intervention précédente, le PowerPoint qui vous a été diffusé là vous sera envoyé pour que vous puissiez aller plus loin dans les recherches. Merci beaucoup Théophile. Je donne la parole à Léa qui va passer les questions. Oui, nous avons des questions dans le chat. Une question notamment de Gaëlle qui demande « Pouvez-vous expliquer le lien, s'il y en a un, que la DRAF entretient avec les habilitations régionales au titre de l'aide alimentaire 2021 ?» Oui, là on a juste diffusé l'information parce qu'on travaille avec la direction régionale de la cohésion sociale, notamment pour faire de la coordination autour du plan de relance. Mais là, c'était juste, on passait les informations sur l'habilitation alimentaire. Nous, on n'instruit pas en propre. Très bien, merci. Nous avons aussi également une question de Christelle qui demande « Une coopérative peut-elle prétendre au plan de relance du PAT ?» Oui, si elle respecte les autres conditions, c'est-à-dire se trouver dans un territoire de PAT labellisé, entrer en contact avec l'animateur pour vérifier la cohérence de son projet avec la stratégie territoriale qui est inscrite. Nous avons également une question de Sylvia qui demande « Sur d'autres outils du plan de relance national, entre parenthèses, entreprises industrielles, il n'y a plus d'enveloppe disponible. Enfin, il y a plus de demandes que d'enveloppes. Est-ce le cas pour vous aussi ? C'est difficile à dire puisque la mesure court jusqu'en septembre. Donc aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'a pas plus de demandes que le montant de l'enveloppe. Merci. On a également une question de Valentin. Si une structure souhaite répondre à un appel à projet du plan de relance, vers qui peut-elle se tourner pour l'accompagner dans le montage de son dossier ? Eh bien, malheureusement, ça dépend des moyens disponibles en fonction de la mesure. Là, par exemple, sur la mesure 13, vous pouvez possiblement vous tourner vers l'animateur du PAT. Pour d'autres mesures, vers l'échelon départemental. Pour d'autres, il n'y a pas d'accompagnement possible, c'est juste de l'instruction. Je ne peux pas donner une réponse générale à cette question. Madame Métro, vous souhaitez intervenir ? Oui, bonjour à tous. Je voulais juste rebondir sur le message de Sylvia concernant les entreprises industrielles parce que bon, le plan de relance, c'est très très vaste. Hein. Le plan de relance, c'est 100 millions d'euros, 100 milliards pardon d'euros, dont 30 milliards qui sont sur la transition écologique. Et dans ces 30 milliards qui sont sur la transition écologique, le gouvernement a dispatché entre plusieurs organismes. Le ministère de l'Agriculture, et c'est ce que présente Théophile, l'ADEME également, et puis plein d'autres organismes de l'État. Donc, il y a beaucoup de fonds pour les entreprises industrielles. En tout cas, au niveau de l'ADEME, vraiment, on a eu un budget multiplié par 2,5 et avec un focus sur l'industrie.
Donc, ça dépend un peu du projet que vous avez en tête, Sylvia, mais je vous rassure sur le fait qu'il y a une enveloppe, hein, parce que même si au niveau de l'ADEME, ça correspondrait pas à votre projet, il y a d'autres organismes qui ont été fortement dotés dans le cadre du plan de relance. Merci beaucoup. Nous avons une question de Farida qui demande: avez-vous réfléchi à des outils pédagogiques sur l'éducation alimentaire? Alors nous, pas directement, mais on a financé beaucoup de création d'outils d'éducation alimentaire. Donc là, à ce moment-là, on vous donnera le contact et on pourra vous envoyer le recensement de tous ces outils qui ont été créés. Comme ça, vous pourrez aller les voir, les consulter. Très bien. Donc, nous avons une dernière question. Où trouve-t-on la liste des animateurs et des territoires labellisés? Eh ben, il y a un document où vous pouvez cliquer dessus et vous avez directement accès à un article sur un site internet et vous pouvez télécharger la liste. C'est un tableur Excel avec la liste des animateurs sur le site de la DRAF. Donc on vous enverra ce document et c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure où il était marqué contacter l'animateur du PAT. Merci beaucoup. Agathe, je pense qu'on peut reprendre le fil. Parfait. Du coup, ça fait beaucoup d'éléments qui vont vous être envoyés pour que vous puissiez aller plus loin. Merci beaucoup Théophile Parent pour cette intervention. Et on passe à la troisième et dernière intervention avec Eliane Métro qui a déjà un tout petit peu pris la parole tout à l'heure. Donc Eliane Métro de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Donc Eliane qui est animatrice alimentation durable, adaptation au changement climatique des entreprises et action internationale. J'en profite aussi parce que je ne l'ai pas mentionné au départ, mais il faut savoir que sur l'action business qu'on porte au niveau de la CRES, on a un certain nombre de financements de l'État, de la région, pour une partie aussi du département de l'Oise, d'Aesio, mais également de l'ADEME, qu'on remercie à nouveau. Et c'est en partie la raison pour laquelle on propose à l'ADEME d'intervenir pour présenter différents dispositifs. Du coup, Eliane, je vous laisse la main pour passer la diffusion des diapos. Oui, vous les voyez? Non, pas encore. Des fois, il faut départager, repartager. Il y a parfois des petits aléas avec Teams. Alors, là, j'essaie de partager. Ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être qu'il faut départager? Oui, vous pouvez essayer en départageant et repartageant. Des fois, ça fonctionne. Alors. Non, non, ça fonctionne pas, mais peut-être que c'est pas moi. Peut-être que Théophile, c'est toi qui dois départager, je sais pas. Normalement, là, il a rendu la main. Après, si vraiment ça bug, je peux essayer moi de mon côté. Hein. D'accord. J'essaye voir si ça marche. Ouais, c'est marrant parce que mon bouton partager fonctionne pas. Oh là là, bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux bien, ouais, que vous projetiez. En même temps, c'était trop beau, tout allait bien, c'était... Non, je confirme, hein, j'ai pas conservé jalousement le partage. Ah là là. Bon, j'essaye. J'arrive pas, je peux pas appuyer sur... Ah, merci. Ben merci, très bien. Je vais pouvoir commencer déjà en vous remerciant de m'avoir invité à cette présentation sur l'alimentation durable qui est vraiment très riche et très sympathique. Juste peut-être un tout petit point de définition sur ce qu'on entend par alimentation durable. Pour nous, l'alimentation durable, c'est l'ensemble des pratiques qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante aujourd'hui et demain dans le respect de l'environnement. Alors, par respect de l'environnement, on entend évidemment limiter les impacts environnementaux, respecter le vivant, préserver les sols, préserver la biodiversité, déployer donc des pratiques agricoles qui sont plus raisonnées comme le bio, lutter contre le gaspillage alimentaire et faire évoluer la demande vers des régimes alimentaires qui sont moins impactants pour la planète. Alors, nous avons 3 domaines d'intervention. Vous pouvez passer au slide suivant.
Donc l'ADEME, au niveau de l'alimentation durable, elle intervient sur 3 domaines. D'abord, elle intervient sur l'accompagnement pour trouver des produits alimentaires qui ont un plus faible impact environnemental, donc que ce soit en haut de chaîne alimentaire sur de nouvelles pratiques agricoles, l'éco-conception, l'efficacité énergétique et également la performance donc énergétique des industries agroalimentaires, la performance énergétique de la logistique, voilà, donc tout ce qui contribue à diminuer l'impact environnemental des produits alimentaires. Notre deuxième niveau d'intervention, c'est au niveau des régimes alimentaires, donc en aidant au changement de comportement pour aller vers des produits moins carnés, par exemple, ou en tout cas moins impactants. Et puis le dernier domaine sur lequel on intervient, qui est assez important, c'est celui de la lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires. Donc, on a aujourd'hui, pour le slide suivant, deux types d'aides. On a nos aides classiques que je vais vous présenter, et puis on a le plan de relance, évidemment, dans lequel, comme je vous ai dit, on a un tas de nouvelles aides, pas forcément des aides sur l'alimentation en tant que telle, mais des aides à destination d'entreprises qui travaillent dans l'alimentation. Je vais y revenir. Mais sur les aides classiques, la première aide, c'est celle dans le cadre du PNA, du Programme national de l'alimentation, qu'a présenté Théophile, donc je ne vais pas revenir dessus, mais juste pour indiquer que l'ADEME cofinance des projets alimentaires territoriaux dans la mesure où ces projets ont une forte dimension environnementale. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas de l'ensemble des PAT, puisque un PAT vise bien à renforcer la proximité, on va dire, entre les producteurs locaux et les consommateurs, et à améliorer, on va dire, à optimiser le système alimentaire et à renforcer la résilience alimentaire. Donc, globalement, on finance l'ensemble des PAT, à moins qu'ils soient vraiment concentrés sur un domaine particulier, sont éligibles au financement ADEME. Alors, au niveau de l'impact environnemental, donc on va financer des études qui mènent ce type d'évaluation. Pour donner quelques exemples, parce que je trouve que c'est plus parlant quand on a des exemples. Par exemple, au niveau de l'agriculture urbaine, autant la DRAF, elle va soutenir des associations sur la mise en place de jardins partagés. Nous, on ne va pas être sur ces domaines-là, mais par contre, une société de tout type, ou une association qui souhaiterait faire une analyse comparative entre deux types de techniques, par exemple une technique de production verticale hors sol et une technique un peu plus classique, et elle se demande quelle technique au final a le moindre impact sur l'environnement. Ça, c'est le type d'étude d'analyse de cycle de vie qu'on peut soutenir. On peut soutenir des études sur les pratiques alimentaires également. Et ce qui nous intéresse aussi fortement actuellement, ce sont toutes les études qui sont liées à la prospective alimentaire, c'est-à-dire vers quelle alimentation de demain on souhaite tendre. Et voilà, donc des exercices de prospective alimentaire, ce sont des choses qu'on soutient aux côtés d'exercices d'évaluation. Alors, notre deuxième aide classique, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous pouvez passer au slide suivant. Où on distingue en fait 3 types d'aides. D'abord, l'aide à la connaissance. Là, ce sont des études, encore une fois, des études de diagnostic, par exemple, soit sur une filière, sur un territoire ou sur une entreprise particulière qui souhaite évaluer les pertes alimentaires, tant d'un point de vue volume que d'un point de vue coût. Voilà, ça on peut soutenir à hauteur de 70% des coûts de l'étude. Les études de faisabilité sur la création d'outils de transformation qui visent à valoriser des invendus alimentaires, comme une conserverie par exemple, et ou alors un autre exemple, plus en haut de chaîne alimentaire, une étude pour construire un modèle économique autour du glanage solidaire, voilà, qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire au niveau agricole.
Autre type d'aide, c'est ce qu'on appelle l'aide au changement de comportement. Là, typiquement, c'est le soutien à des postes, des ETP, des relais, qu'on appelle des relais, qui vont soutenir et massifier des mesures, des pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, j'ai vu que Cécile Pelletier était parmi nous et je la salue, de Solal. Donc, c'est par exemple un organisme que l'ADEME finance et qui contribue à limiter le gaspillage alimentaire au niveau agricole en récupérant donc ces invendus et en les redistribuant au niveau soit des banques alimentaires, soit des épiceries solidaires. Et puis dans plusieurs collectivités, on soutient des réseaux d'évitement du gaspillage alimentaire. Pour l'instant, on a 4 régals en cours sur 4 collectivités et une demi-douzaine à venir. Et puis finalement, on peut soutenir également l'investissement, mais on a quand même un champ d'intervention beaucoup plus limité que la DRAF sur cette question-là, parce que ce qu'on va financer, c'est vraiment lié au gaspillage alimentaire. Donc, par exemple, les outils de transformation qui utilisent des invendus alimentaires pour les transformer et en faire quelque chose. Je prends l'exemple le panier de la mer à Boulogne, qui récupère des invendus de la criée et également des invendus de l'industrie agroalimentaire pour ensuite transformer dans le cadre d'une activité de traiteur et redistribuer ça dans les réseaux de banques alimentaires. Et puis on peut soutenir aussi les équipements liés à la mesure, par exemple, du gaspillage, etc. Mais pour cela, on conseille de grouper en fait les besoins. Par exemple, on a soutenu au niveau du CNEA plusieurs investissements dans le cadre des lycées agricoles, mais c'était une aide groupée sur plusieurs lycées. Alors une dernière aide classique, je voudrais faire un petit focus sur le soutien au diagnostic de flux. Donc, qu'est-ce que c'est que ce diagnostic de flux? C'est un accompagnement personnalisé sur 12 mois par des professionnels au niveau des TPE, PME de tout secteur, industrie, distribution, hôtellerie, restauration, pour identifier sur ces entreprises les gisements en fait d'économie de flux. Ça peut être des flux de matière, donc des déchets, énergie, eau, et également des flux alimentaires. Et en fait, on a 2 types de dispositifs pour ça qu'on soutient indirectement. C'est le dispositif TPE-PME gagnante sur tous les coûts pour les petites entreprises de moins de 20 salariés. Et là, c'est un dispositif qui est porté par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie et qui est très intéressant parce que vous ne payez la prestation des chambres que si vous réalisez des économies de plus de 500 € par an. Et pour les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 250, on a le Diag Ecoflux qui est porté par la BPI, qui a un coût, mais qui est vite en fait amorti, on va dire, par les économies qui sont permises. Maintenant, si je dois parler du plan de relance, alors c'est ce que je vous ai dit. Donc, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a mis sur la table, avec l'aide de l'Union européenne, qui finance à 40% ce plan de relance, 30 milliards d'euros. Et dans ces 30 milliards, il y en a 2,5 qui sont allés à l'ADEME avec un focus essentiellement sur la décarbonation de l'industrie. Donc, c'est pas forcément ce qui vous intéresse, vous. Et donc, il y a beaucoup de dispositifs dans ce plan de relance et j'ai cherché à sélectionner ceux qui pourraient vous intéresser plus. Et donc, un petit focus sur le premier dispositif qui s'appelle Tremplin pour la transition des PME. Et il y a toute une liste d'actions éligibles et parmi lesquelles il y a des actions qui sont plus liées à l'alimentation. Il y a la possibilité d'une analyse du process pour la prévention des déchets, un diagnostic pour réduire les emballages et remplacer les emballages plastiques par autre chose, la préparation des biodéchets également avec des soutiens aux équipements de tri, de pré-collecte, etc. et à la formation, et la mise en œuvre du label, de l'écolabel européen également.
Autre dispositif, ça s'appelle le pack éco-conception. Je vous ai mis également dans le PowerPoint les bons contacts. Si c'est des sujets qui vous intéressent, et voilà les contacts à prendre pour creuser les questions. Donc, sur l'éco-conception, on a plusieurs dispositifs. Un dispositif Perfecto qui est vraiment là pour le coup lié à la recherche et développement. Donc peut-être pas forcément intéressant pour vous, mais après on a une aide au pré-diagnostic éco-conception qui est une aide jusqu'à 5 000 € et qui est un peu un prémisse avant le dispositif qu'on appelle GreenGo, qui est un dispositif spécifiquement dédié à l'industrie agroalimentaire et qui aide à mener des diagnostics d'éco-conception, des études et des investissements, bien entendu. Autre slide. Voilà, on va dire dernier dispositif du plan de relance qui me semblait intéressant à vous présenter très rapidement, c'est le fonds tourisme durable. Donc on a au niveau de l'ADEME 50 millions d'euros qui ont été dédiés sur le tourisme durable avec un focus sur la restauration en zone rurale, l'hébergement aussi en zone rurale et le slow tourisme. Le slow tourisme, c'est pas vraiment encore au point, mais par contre, ça y est, sur le dispositif restaurant et hébergement, on est en train de le lancer en Hauts-de-France. Donc vous pouvez passer au slide suivant. Et donc en fait, pour ce dispositif-là, on va proposer à tous les restaurants et hébergements qui sont intéressés de réaliser un petit diagnostic qui sera fait par notre relais. Le relais qu'on a identifié, c'est l'association Baie de Somme Zéro Carbone et la POT. La POT, c'est la plateforme des organismes du tourisme qui pourra vous accompagner dans ce diagnostic-là. Et une fois qu'on aura identifié les investissements à mener, on bascule sur la plateforme Tremplin pour financer les différents investissements qui peuvent avoir lieu dans l'éclairage, la mobilité, les déchets, la labellisation éco-label européen, l'efficacité énergétique. Et pour terminer, oui, c'est pour vous indiquer pour les restaurants, s'il y a des restaurants autour de la table, quel type d'action on peut mener, des actions qui sont liées plus à du management, des actions sur comment on forme à la cuisine durable et aux éco-gestes, donc qui s'adressent plus aux cuisiniers en tant que tels, des actions de communication, des actions sur les menus, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de réduction des déchets, de réduction des flux en règle générale, d'énergie et d'eau. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Super, merci beaucoup Eliane Métro. Du coup Léa, comme tout à l'heure, tu reprends la main pour les questions. Allons-y. Alors, nous avons plusieurs questions. Première question de Félix. Est-ce que des diagnostics conception plan d'action en Restoco, dans le cadre des obligations de la loi Egalim, peuvent être financés sur le sujet du gaspillage alimentaire? Alors, je vais relire la question. Parce que vous pouvez la répéter? Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des diagnostics conception plan d'action en Restoco dans le cadre des obligations de la loi Egalim, qui peuvent être financées? Ok. Et il parle du sujet du gaspillage alimentaire. Oui, alors là, pour le coup, non, parce qu'on est vraiment dans le réglementaire et les collectivités ont dans l'obligation en fait de mener ce diagnostic. Voilà, tout diagnostic obligatoire, on ne peut pas on peut pas le soutenir. Par contre, sur notre boîte à outils, on a une boîte à outils restauration collective. On a tout un tas d'outils, de tableaux Excel, etc., qui peuvent vous aider à mener ce diagnostic de manière simplifiée, mais également de manière détaillée en interne, si vous avez le personnel pour le faire, ou en externe. Merci. On a également une question de Damien. Quels sont les montants de soutien possibles concernant les actions de sensibilisation, formation, animation dans le volet aide au changement de comportement? Pour quel type de dépenses?
Alors, sur ce volet aide au changement de comportement, en fait, comment dire, on peut soutenir tout type d'action. Et on a deux systèmes d'aide. On a soit le système d'aide relais, où là on part sur un régal et qui dure 3 ans et qui s'adresse exclusivement à des collectivités, donc mais EPCI ou pays, PETR, etc. Et on a un système d'aide au changement de comportement avec des actions ponctuelles. Et là, on prend en compte les ETP, les actions de communication, de formation, de sensibilisation, enfin tout type, même des AMO, à hauteur de 70% des coûts. Ensuite, nous avons une question de Sophie. Pour le volet modification d'habitudes et pratiques alimentaires, seuls les projets visant la diminution du gaspillage alimentaire sont financés. Point d'interrogation. Non, pas que ça. Également les actions qui visent à modifier le comportement des consommateurs en termes de pratiques alimentaires. Donc, des actions qui visent à transformer les régimes alimentaires vers des régimes donc moins carnés, moins impactants sur l'environnement. Ça, c'est des choses qu'on peut soutenir. Ensuite, on a une question de Louis. Existe-t-il une aide pour les entreprises qui accompagnent des structures, assos, entreprises, collectivités, à aménager leurs espaces extérieurs en permaculture, nourricier plus biodiversité? Alors, c'est encore en débat au niveau de l'ADEME. Là, peut-être que la DRAF pourra répondre parce que nous, au niveau de l'agriculture urbaine, c'est un peu ça, on n'est pas encore très stabilisé. On ne sait pas si on peut financer ou pas financer. Et là, on va dire dans les sorties du plan de relance, l'ADEME n'a pas eu de fonds complémentaires sur l'alimentation. Donc, c'est plus difficile pour toute l'équipe qui travaille sur l'alimentation de faire passer ces projets. Cela dit, on va, par exemple, avec un de mes collègues, faire passer un projet pour aider à transformer les espaces verts pour les rendre plus résilients, tant sur l'aspect climatique, donc qui prennent en compte les évolutions du climat et les futures sécheresses qu'on ne peut que anticiper, et aussi voir comment on peut transformer une partie de ces espaces verts en agriculture urbaine. Mais pour l'instant, le projet, il n'a pas été passé dans toutes les comitologies et on ne sait pas vraiment. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, comme c'est pas très clair pour l'instant côté ADEME, c'est que si vous avez un projet de ce type-là, c'est de se rapprocher des financeurs principaux, donc de l'ADEME également, mais aussi d'autres financeurs, pour qu'on puisse creuser, en discuter et voir comment le soutenir. Peut-être je vais rajouter un élément par rapport à la mesure jardin partagé. Il est possible qu'une association qui a un jardin partagé ou qui souhaite en mettre un en place, elle puisse faire appel à l'appui d'ingénierie, mais c'est elle qui doit déposer le dossier, et elle peut demander d'être appuyée par une structure qui a une expertise dans le domaine. Donc ça peut s'articuler de cette façon-là aussi, dans la mesure jardin partagé. Voilà pour cette année sur le plan de relance. Après, sur le côté l'appel à projet du PNA chaque année, c'est pareil, il faudra reprendre ce mode de fonctionnement, puisqu'on ne finance pas directement des structures à but lucratif. Merci beaucoup. Donc Sophie qui avait une question complémentaire. Donc pour rappel, elle avait demandé pour le volet modification d'habitudes et pratiques alimentaires, seuls les projets visant à la diminution du gaspillage alimentaire sont financés. Et elle a ajouté via quel appel à projet, s'il vous plaît? Alors là, on ne serait pas sur de l'appel à projet. A priori, on serait sur du fil de l'eau. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur la plateforme Agir de l'ADEME. Donc maintenant, il y a un dépôt de dossier de demande d'aide sur une plateforme Internet. C'est nouveau depuis cet été, qui s'appelle Agir. Je crois que c'était sur le dernier slide, mais je vais c'est agir pour la transition.adem.fr. Et dessus, vous vous laissez guider. Vous rentrez plutôt entreprise qu'association, c'est plus simple. Et ensuite, vous trouverez dans alimentation durable l'aide au changement de comportement et les différents critères d'éligibilité. D'accord, merci beaucoup. On va peut-être attendre encore une petite minute s'il y a d'autres questions.
Oui, alors vous aurez les supports de présentation dans un mail récapitulatif à la suite de cet événement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, Agathe, j'allais dire, on continue du coup dans notre lancée. Du coup, merci aux 3 intervenants, encore une fois, pour à la fois la fluidité, la rapidité, mais synthétique du contenu. C'était, à mon avis, fort intéressant pour chacun, y compris pour nous, hein, à la CRES, ça nous intéresse aussi.